Ne monte pas, maman. C'est le bazar, dit Eric avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'était une chose si étrange à dire. J'avais élevé 2 enfants dans une ferme de 3 pièces et j'avais vu toutes les sortes de désordres imaginables. Des jouets éparpillés comme des mines, des chaussettes en boule sous le canapé, des bottes boueuses abandonnées dans les couloirs. Il n'y avait aucun désordre que je ne pouvais affronter. Mais quelque chose dans sa voix, la façon rapide dont sa femme Julia le regarda puis détourna les yeux, s'accrocha à mon esprit comme une bardane à de la laine. Je me tenais dans leur entrée, mon manteau encore boutonné, serrant le panier de brioches à la cannelle que j'avais préparé ce matin-là. Leur odeur était la seule chose chaleureuse dans cette maison à cet instant précis. Eric s'approcha, me guidant vers la cuisine d'une main sur mon coude. « Ça ne vaut vraiment pas la peine de monter », ajouta-t-il d'un ton léger. Les enfants ont transformé l'étage en fort. Des couvertures, des chaises, c'est le chaos. Restons dans la cuisine. J'acquiesçai, sans être convaincu. Sa nouvelle maison avait été mon cadeau, ou plus précisément, le cadeau de mon argent. Il y a 2 ans, quand Eric et Julia avaient trouvé l'endroit parfait, mais avaient besoin d'un petit coup de pouce pour l'apport, j'avais signé un chèque assez conséquent pour couvrir près d'un tiers du montant. Je m'étais dit que c'était pour les réunions de famille, pour l'avenir de mes petits-enfants, pour le confort de savoir mon fils propriétaire. Mais j'étais entrée dans cette maison moins de 10 fois. Julia avait toujours une excuse. Les enfants avaient des devoirs. Ils étaient sur le point de partir. La maison était trop en désordre. Je m'étais dit de ne pas le prendre personnellement. Maintenant, assise à leur table de cuisine impeccable, sirotant un café tiède et écoutant Julia énumérer ses nouvelles dépenses professionnelles, je ne pouvais chasser l'idée de l'étage. Ce n'était pas que je me souciais d'un désordre de jouets. C'était le ton sec, presque nerveux, dans la voix d'Eric quand il m'avait arrêté. Quand Julia partit pour prendre un appel, j'essayais de me concentrer sur mon café, mais mon regard dérivait sans cesse vers l'escalier. La porte du couloir de l'étage était à moitié fermée. De ma place, je pouvais voir les 2 premières marches, en parfait état. Pas de fort en couverture, pas de briques Lego éparpillées. Eric remarqua mon regard et s'agita sur sa chaise. « Alors, maman, dit-il d'un ton un peu trop enjoué. Comment se porte le jardin cette année ? » « Comme d'habitude, dis-je. Un peu moins de roses, mais tu sais. » Je laissai mes mots en suspens et pris une autre gorgée. Ses yeux firent un aller-retour rapide vers l'escalier. C'est là que je sus que quoi qu'il y ait là-haut, ce n'était pas un fort en couverture. Ce qui était étrange, c'est que mon esprit ne pensa pas immédiatement au vol ou à la trahison. Je voulais croire en la bonté de mon fils. Mais la vérité, c'est que quand on a vécu 70 ans, on apprend à reconnaître un mensonge à la façon dont il essaie de vous sourire. Et le sourire d'Eric s'effritait. La conversation boita ensuite, comme si nous marchions tous les 2 sur un étang gelé, craignant les fissures que nous entendions sous nos pieds. Julia revint, son téléphone collé à l'oreille, chuchotant quelque chose de sec et de pressé à son interlocuteur. Elle passa devant moi sans me regarder et disparut dans le cellier, fermant la porte derrière elle. Je regardai mes mains enroulées autour de la tasse de café. Elles n'étaient plus aussi stables qu'avant, et la peau était plus fine maintenant, les veines plus visibles. Mais elles avaient porté des paniers de linge dans les escaliers pendant des décennies, transporté des courses à travers des tempêtes de neige, entretenu des jardins sous la chaleur d'eau. Elles avaient travaillé et elles avaient construit. Cette maison, à l'étage, quoi qu'elle contienne, avait été rendue possible par ses mains. De quelque part au-dessus, un bruit sourd se fit entendre, comme une porte qui se ferme. Trop lourd pour un enfant. Trop délibéré. Les enfants qui jouent, demandai-je. Eric leva les yeux. Oui, ils réorganisent leurs jouets, dit-il d'un ton léger, mais ses épaules se crispèrent. Tu sais ce que c'est. Je le savais. Et je savais aussi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la façon dont il avait dit. Quand Julia réapparut, elle était tout sourire. Eric, tu pourrais m'aider à déplacer les cartons dans le garage ? Maman peut se détendre ici. Elle posa une main douce sur mon épaule, comme on le fait avec des étrangers dans une salle d'attente d'hôpital. Ils sortirent ensemble par la porte de derrière, leurs voix s'estompant, le crissement de leurs pas sur le gravier de l'allée. La cuisine devint silencieuse. Et ce silence me donna ma réponse. Quoi qu'il y ait à l'étage, ils ne voulaient pas que je le voie, et ils étaient tous les 2 sortis. Je me levai lentement, posant ma tasse de café sans un bruit. Mes genoux me faisaient mal, mais je me dirigeai quand même vers l'escalier. Chaque marche semblait éplucher une couche de faux-semblant,
d'années passées à me convaincre que la distance était juste de l'occupation, pas quelque chose de plus froid. Le couloir de l'étage sentait légèrement le cèdre, le parfum du placard intégré au fond. Je passais devant les chambres des enfants, lits faits au carré, rien qui ne parle de chaos ou de fort. Au bout du couloir, la porte du bureau d'Éric était entr'ouverte. Et là, contre le mur du fond, se trouvait le coffre-fort. La porte était grande ouverte. Depuis le seuil, je pouvais voir les étagères vides à l'intérieur, une ombre de poussière là où le collier de perles de ma mère avait reposé, le métal nu où mes documents auraient dû être empilés. Mon cœur battait lourdement et lentement. Ce n'était pas le bazar à l'étage. C'était dépouillé. Je m'approchai, osant à peine respirer. La faible odeur de métal et de poussière s'échappait du coffre-fort ouvert, comme l'odeur d'une pièce longtemps fermée. Il était autrefois plein, non pas de lingots d'or ou de montagnes de billets, mais des jalons de ma vie. L'acte de propriété de ma petite maison. L'enveloppe contenant mon testament, mis à jour après la mort d'Henri. Une fine boîte en velours qui contenait les perles de ma mère. La seule chose qu'elle avait pu me transmettre après une vie de labeur. Et il y avait une épaisse enveloppe d'économie. Pas tout ce que j'avais, mais assez pour m'éviter des nuits blanches. Je me souvins de la dernière fois que je l'avais ouvert, il y a près de 6 mois, pour y ranger les certificats de naissance des enfants d'Éric en lieu sûr. Il se tenait à côté de moi ce jour-là, bavardant nonchalamment, ses yeux se posant plus d'une fois sur la pile d'enveloppes. Je n'y avais rien vu de mal. C'était mon fils. On ne soupçonne pas son propre enfant. Maintenant, il n'y avait plus rien, pas un trombone, pas même le poids familier de la vieille clé en laiton que j'avais gardée sur l'étagère du haut. Je tendis la main, touchant l'intérieur froid du métal, comme si les souvenirs pouvaient encore s'y cacher, nichés dans une couture invisible, mais c'était aussi vide que le couloir derrière moi. Mon pouls battait dans mes oreilles, mais mes pensées étaient étonnamment claires. Quiconque avait ouvert ce coffre-fort l'avait fait avec soin. Il n'y avait aucun dommage à la serrure, aucun signe d'effraction. Cela signifiait une chose. Quelqu'un avait la clé ou la combinaison. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Je me retournai, balayant la pièce du regard. Le bureau d'Éric était bien rangé comme d'habitude, papiers empilés, stylos dans leur peau, mais le tiroir du haut était légèrement entrouvert. À l'intérieur, je vis le bord d'une feuille de papier pliée, ma combinaison, de ma propre écriture. Je la lui avais donnée l'hiver dernier quand j'avais eu la grippe, et il avait proposé d'aller chercher des documents pour moi. Je l'avais remercié d'être si serviable. Maintenant, debout dans son bureau silencieux, je sentais ce remerciement se transformer en cendres dans ma bouche. En bas, la porte de derrière claqua. Leur voix montait faiblement par l'escalier, de plus en plus proche. Je jetai un dernier regard au coffre-fort vide, puis fermai doucement sa porte, de la même manière qu'on tire une couverture sur quelqu'un qui est déjà parti. Le temps que j'atteigne le bas de l'escalier, j'avais déjà décidé qu'il n'y aurait pas de confrontation aujourd'hui. Pas encore. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que lorsqu'on est pris au dépourvu, les premiers mots que l'on prononce peuvent être les plus faibles. Et je n'allais pas donner à Éric et Julia la satisfaction de me voir déstabilisée, de lancer des questions dont ils pourraient se défaire. Alors, quand ils rentrèrent par la porte de la cuisine, de la poussière sur leurs manches venant du garage, j'étais debout près de l'évier, en train de rincer ma tasse de café. « Vous avez trouvé tout ce dont vous aviez besoin ?» demandai-je, comme si rien au monde n'avait changé au cours des 10 dernières minutes. Éric hocha la tête. « Oui, merci. Julia a trié ses cartons maintenant. Désolée de t'avoir laissé seule. » Je souris. Le genre de sourire qu'on donne aux gens qu'on a déjà commencé à exclure de sa vie. Ce n'est rien. Je profitais du calme. Julia passa devant moi pour aller au réfrigérateur, fredonnant sous son souffle, et je surpris le plus faible des regards de côté qu'elle lança à Éric. Cela me dit 2 choses. Elle savait, et elle attendait de voir si je savais. Je partis peu de temps après, mes brioches à la cannelle toujours dans leur panier car Julia avait déjà préparé un dessert pour les enfants. Dans l'allée, Éric me serra maladroitement dans ses bras, son menton frôlant à peine le sommet de ma tête. « Conduis prudemment, maman. » Prudemment. Le mot résonna étrangement à mes oreilles tout le long du chemin du retour. Ma petite maison semblait différente quand j'ouvris la porte. L'air semblait plus immobile, les pièces plus silencieuses. Mais peut-être que c'était juste moi, traversant les pièces avec cette nouvelle conscience acérée. Je posai les brioches intactes sur le comptoir et allai directement à mon bureau. La première chose que je vérifiai fut la petite boîte ignifugée dans le tiroir du bas. Mon passeport était toujours là. Le chéquier de secours aussi,
Mais l'enveloppe contenant les relevés de compte des 2 dernières années avait disparu. Je le sais parce que je garde les choses en pile bien nette, et le vide était aussi évident qu'une dent manquante. Je m'assis lentement. Si Eric avait pris des documents d'ici et vidé le coffre-fort, alors il était déjà entré dans ma maison sans que je le sache, et pas une fois, mais au moins 2. Le téléphone était posé sur le coin de mon bureau, le numéro de la banque déjà dans mes contacts. J'appuyai dessus avant de pouvoir me raisonner. « Bonjour, Madame Lambert », dit Suzanne, la directrice, en reconnaissant ma voix. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? J'ai besoin de savoir s'il y a eu une activité inhabituelle sur mes comptes le mois dernier, dis-je. Ma voix était stable, mais je gardais mon autre main pressée contre mon genou pour arrêter le tremblement. Il y eut une pause, le bruit des touches du clavier. Eh bien, je vois quelques tentatives de virement signalées par notre système de sécurité. Elles ont été bloquées pour vérification car la demande d'accès provenait d'un nouvel appareil. Une était de 8 000 €, une autre de 15 000 €. Quand ? Il y a 3 jours, et mardi dernier. Je laissai échapper un lent soupir. Il y a 3 jours, Eric était passé juste pour déposer de la soupe parce que Julia pensait que j'avais l'air fatigué au téléphone. Mardi dernier, il avait emprunté ma voiture pour m'éviter d'avoir à conduire à mon rendez-vous médical. Madame Lambert, dit doucement Suzanne, voulez-vous que je mette un gel temporaire sur votre compte jusqu'à ce que nous puissions nous rencontrer en personne ? Oui, dis-je sans hésiter. Je l'ai tout. Et je veux révoquer la procuration que mon fils a sur mon dossier, avec effet immédiat. Une autre pause. Bien sûr. Je lance la procédure maintenant, mais vous devrez venir signer les documents pour le changement permanent. Je serai là demain à l'ouverture. Après avoir raccroché, je restai assise là pendant un long moment, regardant à nouveau mes mains. Elles venaient de passer l'un des appels les plus difficiles de ma vie. Plus difficile que d'annoncer la mort d'Henri. Plus difficile que de signer les papiers pour vendre la ferme familiale. Parce que cette fois, je choisissais de fermer une porte à mon propre enfant. La lumière de fin d'après-midi traversait la pièce, éclairant la photo d'Eric à 6 ans, ses dents de lait manquantes, souriant à l'appareil photo en tenant une grenouille dans ses 2 mains. Je me souviens avoir séché cette grenouille avec l'un de mes bons torchons parce qu'il avait insisté sur le fait qu'elle avait froid et avait besoin d'une couverture. Je sentis la piqûre derrière mes yeux, mais je ne laissai pas les larmes couler. Ce petit garçon était parti. L'homme qui l'avait remplacé m'avait regardé dans les yeux aujourd'hui et m'avait dit de ne pas monter à l'étage. Je l'avais fait, et j'avais trouvé mon coffre-fort aussi vide que l'espace où la confiance aurait dû se trouver. Je me levai, verrouillant la boîte ignifugée et glissant la clé dans ma poche. Ce soir, je ferai des listes de comptes, de biens, de documents, et de tout ce qui m'appartenait encore. Et demain matin, je commencerai à m'assurer que cela reste ainsi. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Non pas à cause des douleurs habituelles dans mes hanches ou du craquement de la vieille maison dans le vent, mais à cause du rythme de mes propres pensées. Régulière, implacable, comme une horloge qui égrenait les heures jusqu'au matin. À 6 heures, j'étais habillée et prête, mon sac à main rempli de toutes les formes d'identification que je possédais. J'y avais aussi glissé le petit carnet à spirale que je tenais depuis des années, où j'avais noté les dépenses importantes. Parcourir les entrées de la dernière décennie, c'était comme feuilleter un registre de foi aveugle. Chèque pour les réparations d'urgence de la voiture d'Eric, l'apport pour la maison, contribution à son idée d'entreprise qui s'était évanouie en moins de 6 mois. La banque ouvrait à 9 heures, mais je suis arrivée 20 minutes en avance. Le parking était encore à moitié vide, quelques employés déverrouillant la porte latérale. Quand Suzanne, la directrice de l'agence, m'a vue à travers la vitre, elle est venue immédiatement me laisser entrer. J'ai déjà préparé les documents pour geler vos comptes et retirer la procuration, dit-elle en me conduisant dans son bureau. Mais je vais avoir besoin que vous examiniez et paraphiez chaque page. Le stylo semblait plus lourd qu'il n'aurait dû alors que je signais. Chaque trait était une petite rupture, non pas avec l'argent lui-même, mais avec les années où j'avais cru qu'il était un pont entre moi et mon fils. Quand nous eûmes fini, Suzanne se pencha en avant. « Voulez-vous ajouter des mesures de sécurité ? Une vérification en 2 étapes, un changement d'adresse pour les relevés, peut-être même un nouvel ensemble de numéros de compte ? Oui, dis-je, la voix ferme. Tout cela. Et je veux que toute demande en personne pour mes comptes nécessite ma présence physique. Aucune exception. Ses yeux s'adoucirent. Compris. De là, j'ai marché 2 rues jusqu'au cabinet de mon notaire. Michel Dubois s'occupait de mes affaires depuis le décès d'Henri. Il m'a accueilli avec un sourire perplexe.
Monique, on dirait que vous avez passé une nuit blanche. Que se passe-t-il? Je me suis assise en face de lui et je lui ai tout raconté. Le coffre-fort, le contenu manquant, les tentatives de virement. Il n'a pas interrompu, mais sa mâchoire s'est crispée. Nous allons devoir réviser votre testament, dit-il quand j'eus fini. Et je suggère fortement de mettre en place une structure juridique pour protéger vos biens. Cela les gardera hors de portée à moins que vous n'autorisiez l'accès. Et c'est plus difficile à contester qu'un testament. Il sortit des formulaires, expliquant chaque étape. Nous avons discuté de retirer complètement Eric comme exécuteur testamentaire et de le remplacer par un tiers neutre. Nous avons aussi ajouté une clause. Tout parent qui contesterait ma succession perdrait son héritage. C'était purement administratif, mais en dessous coulait un courant silencieux de quelque chose de plus lourd. Ce n'était pas juste une mise à jour juridique. C'était le démantèlement de la confiance que j'avais passé une vie à construire. Quand les documents furent prêts à être signés plus tard dans la semaine, Michel dit doucement, « Je sais que ce n'est pas facile. » « Non, dis-je, en croisant son regard, mais c'est nécessaire. Et à mon âge, on arrête de remettre à plus tard ce qui est nécessaire. » De retour à la maison, j'ai mis les nouvelles clés et les mots de passe dans une petite enveloppe et je les glissais au fond de ma boîte à couture, un endroit que personne d'autre que moi ne touchait jamais. Puis j'ai fait du thé et je me suis assise près de la fenêtre de la cuisine, regardant les moineaux volter entre les haies. Le téléphone a sonné 2 fois cet après-midi-là. Les 2 fois, l'afficheur indiquait le numéro d'Eric. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Sa voix, tendue et trop rapide, s'est déversée. « Maman, on doit parler. Rappelle-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. » Je me suis demandé si ce mot serait venu si facilement si le coffre-fort avait été plein, le compte toujours ouvert. J'ai enroulé mes mains autour de ma tasse de thé, laissant la chaleur s'infiltrer. La douleur dans ma poitrine était toujours là, mais ce n'était plus une douleur creuse. Elle se remplissait de quelque chose de plus stable. La résolution. C'est tard le samedi matin que l'on a frappé. 3 coups rapides, puis une pause. Je n'attendais personne, et un instant, j'ai pensé que c'était peut-être Eric, prêt à débarquer avec ses explications. Mais quand j'ai ouvert la porte, c'était Chloé, ma petite fille aînée. Elle se tenait là, tenant un sac en papier de la boulangerie, ses cheveux tirés en un chignon désordonné, une écharpe rose nouée autour de son cou. « Salut, mamie, » dit-elle, son sourire chaleureux, mais un peu incertain. « Je t'ai apporté les brioches que tu aimes. » Je me suis écartée pour la laisser entrer. « Quelle est l'occasion ?» Elle haussa les épaules, posant le sac sur le comptoir. « Pas d'occasion. Je voulais juste te voir. » Nous avons préparé le thé ensemble, nous déplaçant l'une autour de l'autre dans la petite cuisine aussi facilement que si elle y avait grandi, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Quand elle était petite, je la gardais après l'école, lui apprenant à tresser la pâte pour la brioche ou la laissant saupoudrer de la cannelle sur les tartes. Une fois assise à table, elle baissa les yeux sur sa tasse et dit doucement, « Papa n'est pas content. » Je remuai lentement mon thé. « J'imagine que non. Il a dit que tu avais fait des changements avec la banque. Et d'autres choses. » C'est exact. Elle se mordit la lèvre. Il n'a pas voulu me dire exactement ce qui s'est passé, mais je vois bien qu'il est contrarié. Et Julia? Chloé s'interrompit, me regardant. Eh bien, elle fait des petites remarques sur le fait que tu es têtu, que tu ne leur fais pas confiance. Je croisai son regard. Tu penses que je suis têtu, Chloé? Sa réponse vint sans hésitation. Non. Je pense que tu as été trop confiante, pendant trop longtemps. Pendant un instant, j'ai dû détourner le regard. Ce n'était pas la colère qui me piquait les yeux. C'était le soulagement. Quelqu'un dans cette maison me voyait clairement. Je ne connais pas les détails, continua-t-elle. Et tu n'as pas à me les dire. Mais je voulais juste que tu saches que je suis de ton côté. Je sais tout ce que tu as fait pour nous tous. Je tendis la main sur la table et pris la sienne. Tu es la seule à dire ça depuis très longtemps. Elle serra mes doigts. Je l'ai vu, mamie. J'ai vu comment tu as aidé et comment cela a été pris pour acquis. Tu ne mérites pas ça. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de ses cours, de ses amis, de l'appartement qu'elle espérait louer après son diplôme. Pas une seule fois elle n'a demandé quoi que ce soit. Pas une seule fois elle n'a laissé entendre qu'elle avait besoin d'argent. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras plus fort que d'habitude. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. N'importe quoi. D'accord? Après son départ, la maison semblait différente de ce qu'elle avait été toute la semaine.
La trahison était toujours là, aussi vive que jamais. Mais maintenant, il y avait autre chose qui la recouvrait. Un rappel silencieux que tous les liens dans une famille ne sont pas pourris. Certains valent la peine d'être conservés. Le lundi matin, le téléphone était devenu un rappel têtu et bourdonnant qu'Eric n'avait pas l'habitude d'attendre des réponses. Le premier appel est arrivé à 8h12, avant même que j'aie fini mon pain grillé. Je l'ai laissé sonner. À 8h17, un autre, puis 8h25. À 9h, j'avais compté 7 appels manqués et 3 messages vocaux. Le plus récent était d'une voix tendue et sèche. « Maman, je ne sais pas ce qui se passe, mais nous devons éclaircir ça avant que les choses ne dégénèrent. Rappelle-moi. » Éclaircir ça. Comme si c'était une tasse de café renversée entre nous au lieu d'un coffre-fort vidé et d'une tentative de vol. J'ai pris mon thé dans le salon et j'ai laissé le téléphone sur le comptoir de la cuisine où sa vibration ne pouvait pas m'atteindre. Dehors, la première vraie neige de la saison tombait, les flocons s'accrochant aux branches nues comme de minuscules drapeaux. En milieu de matinée, le nom de Julia est apparu sur l'écran. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, un texto est arrivé. Nous pouvons tout expliquer. S'il te plaît, donne-nous une chance avant de faire quelque chose que nous regretterons tous. Il y avait quelque chose de presque amusant dans l'hypothèse que je n'avais pas déjà fait quelque chose, mais je n'ai pas répondu. À 11h, la ligne fixe a sonné, celle que presque personne n'utilise plus. Pendant une seconde, j'ai envisagé de répondre, pensant que c'était peut-être Chloé. Mais c'était encore Eric. « Maman, s'il te plaît », sa voix a exhorté le répondeur. « Tu fais une erreur. Nous t'aimons. Quoi que tu penses qu'il s'est passé, tu te trompes. Parlons-en, d'accord ? Je peux venir tout de suite. » Je suis restée parfaitement immobile, écoutant ces mots résonner dans le silence. « Amour », avait-il dit, le même mot qu'il avait utilisé quand j'avais signé le chèque pour sa maison, pour sa deuxième voiture, pour son prêt professionnel temporaire. L'amour enroulé autour d'une demande comme un ruban autour d'une boîte vide. Vers midi, je suis allée au placard du couloir et j'ai sorti mon manteau. S'il voulait me trouver à la maison, il serait déçu. Je n'avais pas de destination en tête. Juste le besoin de respirer un air qui n'était pas lourd de leur voix. Le froid était vivifiant. J'ai marché 3 rues jusqu'au petit parc où les bancs étaient saupoudrés de neige et l'étang gisait immobile sous une fine couche de glace. Un jeune couple m'a dépassé en riant, leur souffle formant des nuages dans l'air. Je me suis demandé s'ils avaient la moindre idée de la rapidité avec laquelle la chaleur pouvait se transformer en froid entre des gens qui s'étaient autrefois tout promis. Quand je suis rentrée, le voyant rouge du répondeur clignotait furieusement. 12 nouveaux messages. Je ne les ai pas écoutés. Au lieu de cela, je suis allée dans la cuisine et j'ai ouvert le petit tiroir près de l'évier. Celui où je gardais les doubles des clés. La vieille habitude d'Henri. Ne mets jamais toute ta confiance dans une seule serrure, disait-il. J'ai fouillé jusqu'à ce que je trouve la clé de la cabane au fond du jardin. La cabane était humide et froide, mais elle sentait encore faiblement le cèdre des étagères qu'Henri avait construites. Sur l'étagère du haut, derrière une boîte de vieux bocaux, se trouvait un plus petit coffret, un dont Eric ne connaissait pas l'existence. À l'intérieur se trouvait une pile de photographies, quelques bijoux qui n'avaient jamais été dans le coffre-fort de la maison, et une courte liste de mes numéros de compte et contacts les plus importants. J'ai passé mes doigts sur les boucles d'oreilles en perles, fraîches et lisses, et j'ai senti le plus léger soulagement dans ma poitrine. Il n'avait pas tout pris. Il ne connaissait même pas l'existence de celle-ci. À l'intérieur, le téléphone a recommencé. Je suis restée dans la cuisine, le regardant vibrer sur le comptoir jusqu'à ce qu'il se taise enfin. Je savais que ce silence ne durerait pas. Tôt ou tard, Eric arrêterait de tourner en rond et viendrait droit sur moi. Et quand il le ferait, je serais prête. C'est un jeudi après-midi que l'on a frappé à la porte. Pas un coup timide, mais un rythme régulier et délibéré. Le genre de coup qui dit « Je sais que tu es là, et je ne partirai pas ». J'ai ouvert la porte pour trouver Eric sur le porche. Des flocons de neige s'accrochaient à ses cheveux sombres, sa mâchoire tendue. Il n'était pas seul. Julia se tenait derrière lui, emmitouflée dans un manteau de laine pâle, ses lèvres pressées en un mince sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Maman, dit Eric. Nous devons parler. » Je reculai, sans un mot, les laissant entrer. Ma maison semblait plus petite avec eux à l'intérieur, leur présence encombrant l'air. Eric fit les 100 pas dans le salon, Julia le suivant, jetant des regards autour d'elle comme si elle faisait un inventaire. Eric ne s'assit pas. « Tu as évité nos appels. » « Oui, dis-je d'un ton égal. »
Il arrêta de faire les 100 pas. Pourquoi? Je fis un geste vers le canapé. Si vous avez quelque chose à dire, autant être à l'aise. À contre-cœur, ils s'assirent. Julia lissa son manteau, puis croisa soigneusement les mains sur ses genoux. Eric se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Nous avons eu des nouvelles de la banque. Tu as gelé tes comptes. Tu as révoqué ma procuration. C'est exact. Il expira brusquement. C'est extrême, maman. Vraiment? Demandai-je. Oui, intervint Julia, sa voix froide. Et ça donne l'impression que tu ne nous fais pas confiance. Je croisai son regard. Devrais-je? Eric s'agita. C'est à propos du coffre-fort, n'est-ce pas? Je ne dis rien, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir inconfortable. La voix d'Eric s'adoucit. Maman, tu as du mal comprendre. Je suis allée dans le coffre-fort parce que nous avions besoin des papiers d'assurance pour la maison. Je n'ai rien pris d'autre. Mes yeux ne le quittèrent pas. Alors où sont les perles de ma mère? Il cligna des yeux. Je ne sais pas. Peut-être que tu les as déplacées. Et les relevés de compte de mon bureau. Sa mâchoire se crispa. Tu te souviens mal. Julia se pencha en avant, son ton soudainement mielleux. Monique, le stress peut nous faire oublier des choses. Peut-être que tu les as égarées. Ne transformons pas cela en quelque chose de laid à cause d'un malentendu. Je laissai échapper un souffle. Lent et régulier. Un malentendu, c'est quand quelqu'un oublie de ramener le lait. Ça, c'est du vol. La voix d'Eric s'éleva. Nous sommes ta famille. Nous avons toujours veillé sur toi. Je laissai échapper un rire court et sans humour. Veiller sur moi, ou veiller sur mon argent. La rougeur qui monta à son cou me dit que j'avais touché juste. Julia se redressa. Si tu penses vraiment que nous te volerions, alors je ne sais pas quoi dire. Mais tu fais une erreur en nous excluant comme ça. Ce n'est pas sain. Ce qui n'est pas sain, dis-je tranquillement, c'est de laisser les gens vous dépouiller pendant que vous souriez et prétendez ne pas le remarquer. Eric se leva brusquement, enfonçant ses mains dans ses poches. Alors, c'est tout. Tu as déjà décidé que nous sommes coupables. J'ai décidé, dis-je, me levant pour faire face à sa taille, que ma confiance n'est plus à votre disposition. Il me fixa pendant un long moment, sa respiration courte. Tu vas regretter ça. Je sentis la vieille douleur dans ma poitrine, non pas de peur, mais de savoir à quel point le garçon que j'avais élevé avait dérivé. Non, Eric, dis-je doucement. Pour la première fois depuis des années, je ne regretterai rien. Julia laissa échapper une expiration sèche, comme si elle allait dire quelque chose, puis se ravisa. Eric se tourna vers la porte. Ils partirent sans un autre mot, l'air froid s'engouffrant un instant avant que je ne la referme derrière eux. Pendant un long moment, je restai la main sur la poignée de la porte, sentant les vibrations de leur départ s'estomper. Ils étaient venus pour reprendre le contrôle. Au lieu de cela, ils étaient partis avec moins qu'à leur arrivée, et j'avais l'intention de maintenir les choses ainsi. Le lendemain matin, j'ai appelé le serrurier. Il est arrivé juste après 10 heures, un homme sec d'une 60aine d'années, aux mains rapides et compétentes et au comportement calme. Porte avant et arrière, demanda-t-il. Toutes, dis-je. Et je veux des verrous de sûreté qui ne peuvent pas être ouverts de l'extérieur sans clé. Pas de clé de rechange laissée sous les paillassons ou les pots de fleurs. Il me lança un regard entendu, mais ne posa pas de questions. Quand il eut terminé, les vieilles poignées en laiton qu'Henri avait installées des décennies auparavant avaient disparu, remplacées par des serrures en acier massif qui se fermaient avec un clic définitif. Il me tendit 3 clés. J'en mis une dans ma poche, une dans la serrure de la cabane, et la 3e dans une petite enveloppe adressée à Chloé. Ensuite, ce fut le tour des documents. Je sortis tous les dossiers de mon bureau et les étalai sur la table de la salle à manger. Police d'assurance, actes de propriété, dossiers médicaux, déclarations de revenus. Je les ai tous passés en revue, retirant tout ce qui portait le nom d'Eric ou lui donnait accès. Le testament que Michel et moi avions révisé plus tôt dans la semaine attendait toujours ma signature à son étude. Je pris note de passer demain. Pour l'instant, je rédigeais une lettre, scellée et datée, stipulant clairement qu'Éric Lambert ne devait avoir aucun contrôle sur mes finances, mes biens ou mes décisions médicales. Je la plaçai avec le reste de mes papiers importants. En début d'après-midi, j'ai téléphoné à mon assureur habitation. Ajoutez une clause de sécurité, leur ai-je dit.
Et notez que personne n'est autorisé à accéder à ma propriété sans mon consentement écrit. Ils ont demandé si quelque chose s'était passé. Je leur ai donné la réponse la plus simple. Je prends juste des précautions. Quand j'ai raccroché, j'ai traversé la maison lentement, pièce par pièce. Elle semblait déjà différente. Pas à cause des serrures ou des papiers, mais parce que j'avais tracé une ligne et que je m'étais mise du bon côté. Dans le salon, je me suis arrêtée devant le vieux meuble en chêne où Henri gardait ses registres. Sur l'étagère du haut se trouvait une boîte à chaussures pleine de photographies. Éric en salopette tenant sa première canne à pêche. Éric à 16 ans me montrant fièrement le permis de conduire qu'il venait d'obtenir. Éric le jour de son mariage, son bras serré autour de la taille de Julia. Je fermai doucement la boîte. Le garçon sur ces photos n'était pas l'homme qui se tenait dans mon salon hier, et je ne pouvais pas passer le reste de ma vie à essayer de le faire revenir. Juste avant le crépuscule, mon téléphone vibra avec un texto de Chloé. « Papa est furieux. Il dit que tu l'as exclu de ta vie. Tu veux que je passe ? » « Pas ce soir, répondis-je. Mais bientôt. Je vais bien. La vérité, c'est que j'allais plus que bien. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme une invitée dans ma propre maison. Je me fis une tasse de thé et l'emportai à la fenêtre de la cuisine. Dehors, la neige avait cessé, laissant une fine couche propre sur le jardin. Pas d'empreinte de pas, pas de traces. C'est alors que j'ai réalisé. C'est ainsi que je voulais que ma vie ressemble à partir de maintenant. Calme, intacte, intouché par quiconque pensait que ma confiance était à sa disposition. Je sirotai lentement, laissant la chaleur se répandre en moi. Demain, je signerai le testament, et ce serait la dernière pierre du mur que je construisais entre moi et Éric. Et une fois qu'il serait dressé, je ne le laisserai pas trouver la moindre fissure. Le dimanche après-midi apporta un pâle soleil d'hiver et une odeur de fumée de bois venant de la cheminée du voisin. J'étais en train de plier le linge quand un coup familier retentit. 2 coups brefs, une pause, puis un autre. Quand j'ouvris la porte, Evelyne Royer, ma voisine depuis 30 ans, se tenait là, une assiette couverte à la main. « Je t'ai fait une tarte aux pommes, dit-elle, entrant avant que je ne puisse protester. J'en avais fait trop pour moi toute seule. » Nous avions partagé 1 millier de petites visites comme celle-ci au fil des ans. Échangeant des tartes contre des tomates, des recettes, nous asseyant sur nos porches respectifs les soirs d'été. Mais aujourd'hui, j'ai ressenti un étrange soulagement à sa vue, comme si elle était une bouée de sauvetage lancée à travers un fossé qui s'élargissait. Je posai la tarte sur le comptoir et nous versai du thé. Nous nous assîmes dans la cuisine, la vapeur s'enroulant entre nous. Evelyne m'étudia un instant, puis dit « Tu as été silencieuse ces derniers temps. Ce n'est pas ton genre. » J'hésitai, puis décidai qu'il n'y avait aucune raison de lui cacher la vérité. « Éric et Julia ont dépassé les bornes, dis-je prudemment. J'ai dû faire des changements, des grands. » Ses yeux se plissèrent. Dépasser les bornes comment ? Je lui ai parlé du coffre-fort, des objets manquants, des virements bancaires, de la rencontre dans mon salon. Je n'ai pas enjolivé, pas dramatisé, juste les faits. Quand j'ai eu fini, elle secoua lentement la tête. J'aimerais pouvoir dire que je suis surprise. Cela me fit lever les yeux. Tu ne le es pas. Evelyne soupira. Je les ai observés, Monique. La façon dont ils débarquent quand ils veulent quelque chose, puis disparaissent quand ils ne le veulent plus. Henri n'aurait jamais supporté ça. La mention du nom d'Henri me serra la gorge, mais ce n'était pas tant du chagrin que le rappel de ce que c'était que d'avoir quelqu'un dans son camp sans condition. J'ai tout verrouillé maintenant, dis-je. Changer le testament, changer les serrures, couper leur accès. Bien, dit-elle fermement. Et ne t'avise pas de te sentir coupable pour ça. Je ne me sens pas coupable, admis-je. Je me sens plus légère. Mais il y a une partie de moi qui se demande encore comment on en est arrivé là. Evelyne tendit la main sur la table, couvrant la mienne de la sienne. Tu leur as donné trop de confiance pendant trop longtemps. Et certaines personnes confondent la confiance avec la faiblesse. Tu n'es pas faible, Monique. Tu ne voulais juste pas voir ce qui était juste devant toi. Ces mots restèrent avec moi comme une pierre dans une eau calme, s'enfonçant profondément. Si installant. Nous sommes passés à d'autres sujets après cela. L'opération de la hanche de son frère, la rumeur sur le changement de propriétaire de la quincaillerie, les petites choses qui tissent une vie. Mais sous tout cela, je sentais un courant silencieux de force, comme une main fermement posée sur mon dos. Quand Evelyne est partie, elle m'a serré dans ses bras une seconde de plus que d'habitude.
Tu fais ce qu'il faut, dit-elle. Ne les laisse pas te faire croire le contraire. Après son départ, je me suis coupé une part de sa tarte et je me suis assise près de la fenêtre. La lumière tardive du soleil scintillait sur la neige, l'adorant par endroits. De l'autre côté du jardin, la lumière de la cuisine d'Evelyne s'alluma, et je pouvais la voir s'affairer, occupée par ses propres petites routines. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas complètement seule dans cette épreuve. Il y avait encore des gens qui me voyaient, non pas pour ce que je pouvais donner, mais pour qui j'étais. Et ça, réalisais-je, valait plus que tout ce qui se trouvait dans ce coffre-fort vide. C'est juste après le déjeuner, un mercredi, que j'ai entendu le bruit d'une voiture entrant dans l'allée. Je n'attendais personne et quand j'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau de dentelle, j'ai vu la petite citadine bleue de Chloé. Elle est sortie, portant un sac de course et à ma grande surprise, un épais dossier cartonné sous le bras. Ses joues étaient roses à cause du froid, et son souffle sortait en petits nuages alors qu'elle se dépêchait vers le porche. « Salut, mamie », dit-elle quand j'ouvris la porte. « Je t'ai apporté quelques trucs, et j'ai besoin de te parler. » Nous avons posé les courses sur le comptoir. Du pain, du lait, un pot de ma confiture d'orange préférée. Je haussai un sourcil en la regardant. C'est plus qu'une simple visite. Chloé hocha la tête, enlevant son écharpe. Tu as raison. J'ai entendu quelque chose l'autre soir. Je sentis mon estomac se nouer. Quel genre de chose? Elle ouvrit le dossier et fit glisser quelques papiers vers moi. C'étaient des relevés bancaires, pas les miens, mais clairement ceux d'Éric. Virement, retrait, et un gros paiement en attente signalé pour examen. Je n'espionnais pas, dit-elle rapidement. J'utilisais l'ordinateur portable de papa pour imprimer un devoir. Ces documents sont apparus dans la file d'attente d'impression, et puis je les ai entendus dans la cuisine parler de toi. Je restai silencieuse, la laissant continuer. Il disait que tu avais surréagi et que tu finirais par te calmer. Papa a dit à Julia de ne pas s'inquiéter, qu'il trouverait un moyen de revenir. Il a dit que tu ne pourrais pas tout gérer sans lui. Ma mâchoire se crispa. Et qu'a dit Julia? Elle a ri, dit Chloé d'un ton plat. Elle a dit que tu étais trop sentimentale pour les couper complètement, que ce n'était qu'une question de temps. Je pris une lente inspiration. C'était une chose de soupçonner, une autre de l'entendre confirmée par la voix de sa propre petite fille. Chloé se pencha en avant. Mamie, je pense que tu dois changer plus que les serrures. Tu devrais déplacer tes objets de valeur, tous, quelque part où ils ne peuvent pas les atteindre. Et peut-être penser à un coffre-fort à la banque. Je t'emmènerai si tu veux. Je la regardai un long moment. Elle ne demandait rien. Elle n'essayait pas de m'amadouer avant une demande. Elle offrait son aide sans condition. Pourquoi fais-tu ça, Chloé? Demandai-je tranquillement. Ses yeux s'adoucirent. Parce que tu as toujours été là pour moi, et je ne veux pas te voir blessé plus que tu ne le es déjà. Pendant un instant, j'ai dû me détourner, m'occupant de la bouilloire pour qu'elle ne voie pas la lueur dans mes yeux. Tu es une bonne fille, dis-je finalement. Tes parents n'aiment peut-être pas ce que je fais, mais je ne reviendrai pas en arrière. Je ne pensais pas que tu le ferais, dit-elle en souriant faiblement. Mais tu devrais te préparer à ce qu'ils insistent davantage. Ils ne laisseront pas tomber comme ça. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue ce que j'avais encore dans la maison. Bijoux, vieilles obligations d'épargne, quelques souvenirs ayant plus de valeur sentimentale que monétaire. Elle m'a aidé à emballer chaque pièce dans du papier de soie et à l'étiqueter, prête à être déplacée dans le coffre de la banque. Avant de partir, elle s'arrêta à la porte. Mamie, s'il se présente ici en colère ou essaie de te faire pression, appelle-moi d'abord. Ne les affronte pas seul. Je promis que je le ferais, bien qu'en vérité, je n'avais pas l'intention de donner à Éric ou Julia une autre chance de mettre les pieds à l'intérieur. Après son départ, je m'assis à la table de la cuisine avec le dossier cartonné devant moi. Voir leur manigance étalée noir sur blanc me donna un étrange sentiment de calme. Ils pensaient encore me connaître. Pensaient encore que j'étais la même femme qui signait des chèques au premier signe de besoin. Mais cette femme était partie. Et celle qui était assise ici maintenant n'avait aucune intention de les laisser franchir une autre porte, réelle ou métaphorique, sans une clé qu'ils n'obtiendraient jamais. C'est arrivé un samedi après-midi, alors que je venais de m'installer dans mon fauteuil avec une tasse de thé fraîche et un livre de la bibliothèque. Pas d'appel téléphonique, pas de coup poli. Le bruit sec de la poignée de ma porte d'entrée me fit lever les yeux. Puis vint le son des clés, plusieurs d'entre elles, essayant une serrure après l'autre. Mon cœur ne s'emballa pas.
Au contraire, il devint étrangement calme. Je posai la tasse de thé, me levai et marchai jusqu'à la porte. Au moment où je l'ouvris, Eric était là, son manteau déboutonné, son souffle fumant dans le froid. Julia se tenait juste derrière lui, les bras croisés, les yeux vifs. « Vos clés ne fonctionnent plus, dis-je, la voix calme. « J'ai remarqué, répondit sèchement Eric. Pourquoi as-tu changé les serrures? Je pense que tu sais pourquoi. Il laissa échapper un rire sans humour. C'est ridicule. Nous sommes ta famille, maman. On ne devrait pas être exclu de ta vie. Et pourtant, vous voilà, essayant d'entrer sans ma permission. Je m'appuyai contre le cadre de la porte, ne faisant aucun mouvement pour les inviter à entrer. Julia s'avança. Nous sommes juste venus pour parler face à face. Cette attitude froide est enfantine. Je trouve que voler sa propre mère est enfantin, dis-je d'un ton égal. Et j'ai fini de faire semblant. Les yeux d'Eric lancèrent des éclairs. Tu ne peux pas sérieusement croire. Si, je le crois. Je le crois parce que j'ai vu le coffre-fort vide de mes propres yeux. Je le crois parce que la banque a signalé tes tentatives de virement. Et je le crois parce que je connais la différence entre l'aide et l'exploitation, quelque chose dont tu as cessé de te soucier depuis longtemps. Il passa une main dans ses cheveux, sa respiration s'accélérant. Alors, tu as pris ta décision. C'est tout. Oui, dis-je simplement. C'est tout. La voix de Julia devint soyeuse. Monique, réfléchis à ce que tu fais. Ça va déchirer la famille. Les gens vont parler. Qu'ils parlent, dis-je. Je préfère être la femme qui s'est protégée plutôt que la femme qui avait trop peur des commérages pour agir. Eric fit un pas de plus, baissant la voix comme si cela pouvait la rendre plus persuasive. On peut arranger ça. Rends-moi la procuration et je m'assurerai que tout est géré correctement. Plus d'erreurs. Je secouai la tête. Plus d'accès. Le vent se leva, envoyant un tourbillon de neige sur le porche. Julia resserra son manteau, ses lèvres s'amincissant. Tu le regretteras, Monique. Un jour, tu auras besoin de nous et nous ne serons pas là. Julia, dis-je tranquillement, si ce jour arrive, cela signifiera que j'ai oublié qui vous êtes. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Pendant un instant, personne ne parla. Le seul son était le vent et le faible craquement des planches du porche sous le poids changeant d'Eric. Finalement, il marmonna quelque chose que je n'ai pas saisi, se tourna et descendit les marches. Julia le suivit, mais pas avant de me lancer un dernier regard, non pas de tristesse, mais de calcul. Je fermai la porte et verrouillai les 2 verrous de sûreté. Mes mains ne tremblaient pas. En fait, elles semblaient plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des semaines. De retour dans le salon, mon thé était encore chaud. Je le pris et retournai à mon fauteuil, le livre toujours ouvert à la page que j'avais laissée. Dehors, j'entendis le bruit de leur voiture démarrer, puis s'éloigner sur la route. Ils avaient essayé de forcer la porte aujourd'hui. La prochaine fois, je savais que ce ne serait pas la porte qu'ils viseraient. Mais quelle que soit leur prochaine manœuvre, j'étais prête. J'avais construit mes frontières hautes et les avais établies profondément. Et je n'avais aucune intention de les laisser être franchies. Le mardi suivant, Chloé arriva dans mon allée pile à l'heure, sa petite voiture bleu crissant sur la fine couche de givre. Elle sauta de la voiture, les joues rouges de froid, et me fit un câlin énergique. « Prête ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil au sac en toile à mes pieds. À l'intérieur du sac, soigneusement emballé dans du papier de soie et du papier bulle, se trouvaient les derniers objets de valeur que je gardais encore à la maison. La montre d'Henri, l'alliance de ma mère, une petite boîte d'obligations d'épargne, et les enveloppes de photographies que je n'étais pas prête à risquer de perdre. Le sac n'était pas lourd, mais il semblait pesant d'une manière différente, comme si je transportais les dernières pièces de mon ancienne vie dans un coffre-fort. Nous avons conduit en silence complice jusqu'à la banque. Quand nous sommes entrés, Suzanne, la directrice de l'agence, m'a immédiatement repéré. « Madame Lambert, dit-elle chaleureusement. Nous avons déjà les documents pour votre coffre-fort. » Elle nous a conduites dans la petite salle privée où se trouvait la chambre forte. La porte en acier se dressait au fond, une barrière solide entre le monde extérieur et ce qui serait bientôt à moi seule. « Vous avez loué un coffre de taille moyenne, » expliqua Suzanne, tirant le long tiroir de son emplacement. « Assez d'espace pour les bijoux, les documents et les souvenirs. Vous serez la seule à y avoir accès. Pas de co-signataire, pas d'exception. » J'acquiesçai, plus soulagée que je ne m'y attendais. Chloé m'aida à déballer chaque article,
les plaçant soigneusement à l'intérieur. La montre d'Henri fut la première. Son bracelet en cuir usé enroulé comme un serpent endormi. Puis l'alliance de ma mère, brillant faiblement sous les lumières fluorescentes. Quand la boîte fut presque pleine, j'ajoutai une dernière chose. Une courte note manuscrite pliée dans une enveloppe. À l'extérieur, j'avais écrit « À n'ouvrir par Chloé que si je ne suis plus là ». À l'intérieur se trouvaient les détails de mes comptes, les coordonnées de mon notaire, et quelques lignes expliquant exactement pourquoi j'avais pris ces mesures. Une fois que tout fut en place, Suzanne glissa le coffre dans son emplacement et tourna la clé. Le bruit du verrou se fermant ressemblait à la clôture d'un chapitre. De retour dans la voiture, Chloé me jeta un coup d'œil. « Tu te sens mieux ?» J'expirai lentement. Plus en sécurité. C'est le mot. Elle sourit faiblement. « Tu sais, ils vont détester ça. » « Je sais, dis-je. Mais je ne le fais pas pour les contrarier. Je le fais parce que je ne vivrai pas dans la peur de ma propre famille. » Nous nous sommes arrêtés pour un café sur le chemin du retour. Assise près de la fenêtre du petit café, je regardais les gens s'affairer sur le trottoir, les écharpes bien serrées contre le vent. La vie continuait comme elle l'avait toujours fait, indifférente à ma petite guerre personnelle. Et pourtant, à l'intérieur, je sentais un sentiment de terrain regagné. Quand Chloé me déposa, elle s'attarda sur le seuil. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je reste un peu, au cas où il se montrerait à nouveau ?» Je souris. S'ils le font, les serrures tiendront, et moi aussi. Après son départ, je me tins dans ma cuisine silencieuse, le sac en toile maintenant vide sur le comptoir. Pour la première fois depuis des mois, la maison ne semblait plus contenir quoi que ce soit qu'ils puissent me prendre. Ils pouvaient secouer les serrures. Ils pouvaient passer leurs appels. Ils pouvaient faire des commérages, menacer et plaider. Mais ce qui comptait le plus, ma dignité, ma sécurité, ma parole était maintenant entre mes mains, et je n'avais pas l'intention de le lâcher. Cela a commencé par des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Je les laissais aller sur la messagerie vocale, mais quand j'ai finalement écouté, le schéma est devenu clair. D'abord, ma belle-sœur, Claire. « Monique, je ne sais pas ce qui se passe, mais Eric dit que tu l'as complètement coupé de ta vie. Ça ne te ressemble pas. On peut en parler ?» Puis, le cousin d'Henri, David. « Monique, les familles ont des désaccords, mais on ne peut pas simplement fermer la porte pour toujours. Pense à tes petits-enfants. » Au troisième message, d'une voisine que je connaissais à peine, j'ai compris exactement ce qu'Éric faisait. Il utilisait d'autres personnes comme messagers, espérant qu'elles m'useraient, me feraient sentir acculé. Je n'ai répondu à aucun d'eux. 2 jours plus tard, Evelyne frappa à ma porte, tenant un panier de muffins. « Monique, dit-elle prudemment, je reviens du supermarché et j'ai croisé Claire. Elle m'a dit qu'Éric raconte que tu n'es pas bien, que tu es confuse et que tu prends des décisions hâtives. » Je laissai échapper un rire sec. Assez confuse pour changer mes serrures, déplacer mes biens et mettre à jour mon testament. Quel diagnostic! Evelyne fronça les sourcils. Il essaie de rallier les gens à sa cause. Je sais, dis-je. Et je le laisse essayer. Chaque personne qui l'entraîne là-dedans le voit plus clairement qu'il ne le réalise. Ce soir-là, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, l'afficheur montrait un nom que je connaissais bien. Marguerite, ma plus vieille amie de la paroisse. Contre mon meilleur jugement, je répondis. Monique, comment ça t'est-elle? Éric est venu me voir. Il dit que tu as mal compris quelque chose à propos d'un coffre-fort et d'un peu d'argent. Marguerite, interrompis-je doucement. Je sais exactement ce qui s'est passé. Je ne suis pas confuse, et je ne changerai pas d'avis. Il y eut une pause. Alors, c'est vrai? Tu l'as vraiment coupé de ta vie? Oui, dis-je simplement. Et je ne discuterai pas des détails car ils sont à moi. Mais je dirai ceci. Personne ne vit d'un coffre-fort accidentellement ou n'essaie de transférer de l'argent du compte de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un malentendu. C'est un choix. Elle soupira. Je devais demander. Il a fait croire que... Je sais comment il fait croire les choses, dis-je. C'est comme ça qu'il a toujours obtenu ce qu'il voulait. Le lendemain, je pris une mesure supplémentaire. J'appelai Michel, mon notaire, et lui demandai de rédiger une lettre pour Éric, formelle, datée et parfaitement claire. Elle stipulait qu'il ne devait avoir aucune implication dans mes finances, mes biens ou mes affaires personnelles, maintenant ou à l'avenir. Des copies seraient envoyées à la banque, à la compagnie d'assurance et au greffe du tribunal. Quand Michel me la lut,
Je sentis une satisfaction tranquille s'installer dans ma poitrine. Assurez-vous qu'elle soit envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, dis-je. Et gardez une copie dans vos dossiers. À la fin de la semaine, la pression extérieure ralentit. Les appels devinrent moins fréquents, les messages vocaux plus courts. Soit Eric réalisait que sa campagne ne fonctionnait pas, soit il se regroupait pour une autre tentative. Le samedi matin, je m'assis près de la fenêtre de la cuisine avec mon thé, regardant la neige fondre par plaques dans le jardin. Le chat d'Evelyne se faufilait le long de la clôture, sa queue battant l'air. Quelque part dans la rue, un enfant riait. Le monde était paisible, et moi aussi. Je savais qu'Eric avait toujours mon numéro de téléphone, mon adresse, et tout un arsenal de manipulations qu'il pourrait essayer. Mais je savais aussi quelque chose de plus important. Je n'étais plus joignable de la manière qui comptait pour lui. La porte était fermée. Les serrures étaient changées. Le coffre de la banque était plein. Et ma décision était prise. S'il voulait une mère qui pouvait être persuadée, culpabilisée ou intimidée, il devrait chercher ailleurs. Parce que celle-ci en avait fini. Le premier jour chaud de mars arriva tôt cette année-là. La neige qui avait couvert mon jardin pendant des mois fondait en plaques molles et boueuses, et l'air sentait légèrement la terre humide. J'ouvris la fenêtre de la cuisine pour la première fois depuis l'automne, laissant l'air frais circuler dans la maison. C'était comme respirer différemment, plus profondément, plus clairement. Je passais la matinée à ranger les placards, me déplaçant lentement, non pas parce que j'étais fatiguée, mais parce que je voulais prendre mon temps. Chaque plat, chaque nappe pliée, chaque photographie dans son cadre était à moi. À moi de le garder, à moi de le protéger. Personne ne tournait autour, attendant que je laisse une porte non verrouillée. Vers midi, je fis du thé et l'emportai sur le porche arrière. Les planches étaient encore froides sous mes chaussons, mais le soleil était chaud sur mon visage. De l'autre côté du jardin, les lilas étaient nus, mais je pouvais déjà voir les plus petites touches de verre percé. Je pensais à l'hiver que je venais de traverser. Pas celui de l'extérieur, celui à l'intérieur de ces murs, le gel entre moi et mon fils. Le frisson de réaliser que l'amour ne suffit pas toujours à garder les gens honnêtes. La décision lente et constante de placer ma sécurité et ma dignité avant le confort de quelqu'un d'autre. Il y avait eu des moments, au début, où je m'étais remise en question. Étais-je trop dur? Est-ce que cela allait déchirer la famille au-delà de toute réparation? Mais chaque pas que j'avais fait, les serrures, la banque, le testament, le coffre avait rendu l'air un peu plus facile à respirer. Je ne l'avais pas fait par dépit. Je l'avais fait parce qu'il arrive un moment où l'on doit se défendre soi-même comme on l'a fait autrefois pour tout le monde. Le téléphone était à l'intérieur, silencieux sur la table de la cuisine. Je n'avais pas besoin de le vérifier pour savoir que l'absence du numéro d'Eric était sa propre forme de paix. Chloé appelait toujours. Evelyne me rendait toujours visite. La vie continuait, réduite aux personnes qui se présentaient sans arrière-pensée. Dans le calme, je réalisais quelque chose que je n'avais pas pu voir auparavant. Perdre ce que l'on croyait ne jamais pouvoir perdre peut parfois vous rendre la seule chose dont vous avez vraiment besoin, vous-même. Je sirotais mon thé, écoutant le doux goutte-à-goutte de la neige fondante des avant-toits. Un moineau se posa sur la clôture, penchant la tête comme pour m'observer. Le soleil réchauffait mes épaules. Je ne me faisais aucune illusion sur le fait qu'Eric changerait soudainement ou que Julia se verrait clairement dans un miroir. Cela n'était pas de mon ressort. Ce qui était à moi, ma maison, ma sécurité, ma parole sur ma propre vie, était maintenant fermement entre mes mains, et j'avais l'intention de le garder ainsi. Si vous avez lu jusqu'ici, peut-être savez-vous un peu de ce que j'ai appris. Peut-être avez-vous ressenti ce même changement lorsque vous cessez de demander pourquoi quelqu'un vous a blessé et commencez à décider de ce que vous allez faire à ce sujet. Alors, voici ce que je vous dirai. Protégez-vous. N'attendez pas la permission. Ne laissez pas l'amour être l'excuse que quelqu'un utilise pour s'immiscer dans votre vie et prendre ce qui ne lui appartient pas. Vous avez le droit de fermer vos propres portes. Et vous n'avez jamais à en donner la clé.